Bonjour, un petit mot? Non, ça va, on ne peut pas parler. Oh. Je sais même pas comment il s'appelle. Bienvenue à Lyon, tu n'as pas trop chaud? Si. Quelle journée! Quelle journée, voilà. Retour sur le plateau, le studio de Jumpseat au cœur du Media Center, au cœur du Bourget. Il est 15h. C'est la dernière heure d'un marathon de plus de 25 heures de direct depuis lundi. Et nous sommes toujours là, nous survivons. Et si on survit, c'est parce qu'on prend vraiment beaucoup de plaisir à réaliser cette émission, toute l'équipe. Alors, Fred Marsali est là. Qui? On est quel jour? Mais qu'est-ce que vous faites sur mon plateau? Je n'en sais rien. J'étais dans le 6X tout à l'heure, dans le cockpit du 6X. Je me retrouve sur le plateau maintenant. C'est la magie de Twitch. Alors, on a beaucoup d'invités pour la dernière. Hein. Oui, la dernière ligne droite. On va tous se retrouver à 16h. Restez avec nous sur le chat et sur l'émission. Merci à Fred et Antoine qui étaient au pied du B1B. Magnifique. Le B1B, tu l'as vu arriver de chez toi, Fred? Oui, j'étais sur mon balcon, mais comme j'avais laissé l'appareil photo ici, je ne l'ai pas photographié. Mais il faisait un bruit assez étonnant. Train sorti au-dessus de la Défense. C'était absolument magnifique. On a eu la chance de le voir atterrir. Je ne sais pas si d'ailleurs, pauvre Martin, je vais lui demander la vidéo du B1B. Attends, on peut la montrer. On a eu la chance de le voir se poser hier. On était chez vous d'ailleurs. Dernier avion à géométrie variable. Ouais. Ouais. Et alors quelle magie. Alors pardon, je suis pas bien poli. On a commencé sans vous présenter, mais on va le faire. Hein. C'est ce qu'on appelle sur Twitch le warm-up. Alors depuis ce matin, le warm-up. En fait, Ça, bien warm, Twitch, c'est pas de la télé en fait. Up, non, Voilà. mais warm, ouais. C'est pas de la télé, même s'il y a des caméras, des images et plein de monde qui nous regarde. Voilà, il y a toutes les personnes connectées sur le chat qui nous suivent là depuis ce matin. Alors le warm-up, on parle un peu de tout et de rien. Alors, rien, là, voilà, j'essaie. Surtout de tout. Non, de rien. On va faire un petit tour de table. Oui. Hein, on commence. Allez, on commence côté Michelin. Allez. Bonjour. Donc bonjour, je m'appelle Michael. Michael Cogne. Je m'occupe de la société Air Captif et d'une business unit à l'intérieur de Michelin qui s'appelle Michelin Inflatable Solutions. Mettre nos compétences gonflables au profit de produits techniques gonflables. Voilà. On parle pas de Alors, de choses comme ça. Qu'est-ce que tu veux? On va vous montrer ce qu'on a fait, mais on parle de produits assez techniques dans des environnements assez demandeurs. Voilà. Ok, on va. Alors qu'est-ce que tu vas nous chanter, Michael? Ah non, c'est pas aujourd'hui. Alors ma maman est là-bas, mon papa est là-bas. Vous avez tous vos notes, hein? Oui. Bon, ok, parfait. Alors, merci Michael, on va évidemment revenir avec vous. Ludovic Vollet, je suis responsable grand compte chez Air Captif, donc de la business unit Michelin Inflatable Solutions. Et pour la petite histoire, je suis le premier salarié Air Captif. Donc, Sur combien? on était 4 au départ, on est plus de 100 aujourd'hui. Ça tombe bien, aujourd'hui c'est la journée du recrutement au Bourget. Hein. L'aéro recrute. Tous les jours. Tous les jours. Mais alors aujourd'hui, il y a une opération là, dans le hall 2, on y était tout à l'heure. Et vous recrutez Alors, chez Air on Captif? recrute en ce Ah oui, moment c'est le beaucoup moment de passer le message. Val-de-Loire, en particulier les métiers assez opérationnels de la couture. On réalise des produits à base de soudure et de couture. Et on est en train de staffer tout un atelier proche de Bourges sur cette technologie. C'est gonflé du coup, nous dit CS Diouf à propos des pneus. mais Super. voilà. On va évidemment reparler de Air Captif. Très bien. Évidemment. On continue le tour de table. À ma droite, redis-moi ton prénom. Thibaut. Ah, Thibaut. Je suis Thibaut de Crémeau, je suis directeur Bien technique sûr. métier d'Assaut Aviation, donc le bureau d'études, un magnifique bureau d'études d'Assaut Aviation. Nous aussi, nous recrutons beaucoup en bureau d'études, beaucoup en production. On a été actifs toute la semaine sur le salon. Venez voir si vous avez l'occasion, venez nous voir sur le salon. Justement, passez un message, dites quel genre de profil vous Eh oui. cherchez. On recherche, alors en production, on recherche beaucoup de personnes pour l'atelier, ce qu'on appelle des compagnons chez nous, en ajustage, en fraisage, en montage général, en chaudronnerie. Et puis en bureau d'études, on recrute aussi à peu près tous azimuts, c'est bien pour l'aéronautique, tous azimuts, et on recrute dans les métiers de l'ingénierie système, de la conception des équipements, puisqu'on fait beaucoup d'équipements, en particulier nos équipements commandes de vol, dont on est très fiers. Il paraît que les avions d'assaut ont de très bonnes commandes de vol, effectivement. Si vous avez l'occasion, si vous les avez vus voler, vous êtes obligés d'être convaincus. Et je rebondis sur le compagnonnage. Voilà, dans l'aéronautique et chez Dassault en particulier, c'est plus qu'une tradition. Hein. Le savoir-être, le savoir-faire, la transmission. Absolument. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui alors au bureau d'études? C'est vraiment. On sait ce qu'on fait, mais quel type de métier?
Quel type de qualification faut-il? C'est l'Aéro Recrute aujourd'hui. C'est le bureau d'études, on recrute, on a des profils mixtes. Alors on a évidemment une grande population d'ingénieurs, mais on a aussi beaucoup de techniciens. On recrute BTS, DUT, licence pro, master, diplôme d'ingénieur évidemment. Donc on recrute assez largement. Et pour pratiquer tous les métiers, et je ne vais pas en faire la liste parce que là je pense que l'heure va y passer, vous seriez usé, vous l'êtes déjà un peu de ce que j'ai compris, et je ne vais pas faire la liste, mais c'est une merveille de variété, et ça donne la possibilité en particulier de faire des parcours de carrière absolument géniaux. On peut vraiment changer de sujet, mettre en vol un avion, c'est d'une complexité, c'est merveilleux. D'ailleurs, ceux qui voient voler les avions, c'est super de revenir au Bourget 4 ans après et de voir les étoiles dans les yeux des gens, même les enfants qui sont là, et tout le monde est fasciné. Tout le monde a rêvé de voler. Et nous aussi, pas que les enfants. C'est compliqué. Tu as été enfant il y a longtemps. Il y a 1 heure. Vas-y. Et notre dernier invité, bonjour, non. Bonjour, moi c'est Fabrice Tristan. Ah, mais c'est le premier de la liste qui passe en dernier. Je travaille aussi chez Dassault Aviation et je m'occupe de la sécurité électromagnétique de tous nos avions. Donc que ce soit les avions civils, toute la gamme Falcon, on vient de voir un magnifique vol du Falcon 6X là, qui va être certifié dans les prochaines semaines. Après la sécurité aussi de tous les avions militaires, donc en particulier le Rafale, qui peut être exposé à des environnements électromagnétiques très sévères, en particulier les conditions orageuses en Inde, qui sont beaucoup plus importantes que ce que l'on peut avoir sur le territoire français. Et après, prendre en compte tout ce qu'il faut mettre dans un avion pour garantir de la sécurité sur tous les nouveaux programmes. Donc les programmes sur les drones, les programmes sur les avions de combat du futur, le SCAF, on a vu une maquette là, tout à l'heure juste à côté du fixe Rafale. Donc c'est des très grandes structures, massivement composites, et donc là il y a tout un challenge à considérer entre la foudre qui aime le métal et le composite qui est un élément majeur de nos fabrications de demain. D'ailleurs on dit en général que les avions prennent la foudre, effectivement, mais qui fonctionnent comme des cages de Faraday. C'est votre spécialité, justement. Absolument. Je suis Monsieur Faraday chez vous. Vous êtes Monsieur Faraday. Monsieur Faraday. Ouais. Alors après, ce que vous dites est intéressant, sauf que il y a cage de Faraday et cage de Faraday. Le métal, c'est une parfaite cage de Faraday. Même quand c'est du métal, il y a des hublots, il y a des trous, il y a des imperfections, des discontinuités. Et quand on est sur du carbone, là, on est beaucoup moins conducteur. On est 1000 fois moins conducteur que l'aluminium. Donc la notion de cage de Faraday, elle est soit imparfaite, soit très dégradée sur le carbone. Voilà. Et moi qui étais électricien pendant longtemps, je disais le carbone, lui, il trouve que c'est mauvais. Et en fait, malheureusement, ça reste quand même bon et ça conduit des courts-circuits. Alors ça conduit pas très bien, donc ça chauffe, ça brûle. Et c'est des vrais challenges, le carbone. Ouais. C'est compliqué. Donc on voit que construire un avion, c'est pas simplement le faire voler. Il y a beaucoup de contraintes et donc beaucoup de métiers qui rentrent en ligne de compte. D'où les besoins en recrutement. On est dans un salon où le mot recrutement est aussi fréquent que celui de développement durable. Eh bien, voilà, on est au cœur du problème. On nous pose une question sur le chat. Un petit aparté, je vois effectivement la 5G impacte les instruments. Oui, malheureusement, oui, évidemment, elle impacte les instruments et en particulier les radioaltimètres. Et donc aujourd'hui, on a toute une campagne pour qualifier, et il y a tout un processus réglementaire pour qualifier les équipements à la 5G. Donc il y a aux États-Unis, si vous suivez l'actualité, aux États-Unis, il y a un règlement qui est publié et qui justement autorise une certaine gamme d'équipements à opérer avec la 5G. Donc oui, ça influence, et en particulier le radioaltimètre. C'est une histoire de chevauchement de fréquences. Exactement. Exactement. Donc des instruments qui avaient des fréquences proches et qui se superposaient, qui pouvaient créer des turbulences. La bande de fréquence du 5G est très proche de celle de certains capteurs. Pour les phases d'approche, en tout cas, voilà. Le radioaltimètre est radioaltimètre, pour la exactement. Donc merci le petit Luc pour les questions. Voilà, on vous rappelle, enfin vous le savez, nous sommes sur Twitch en direct et il y a plein de personnes qui peuvent à tout moment interagir. Et ça démarre fort quand même, parce que c'est une question vraiment d'actualité et pertinente. Ça démarre fort, ouais, exactement. Alors, on va sur la mixité, du coup, Air Captif, moitié de femmes, moitié d'hommes. Donc, le plateau d'avant, c'est ce qu'on pour pas sauter de questions. Voilà. Alors un avion, ça a des ailes pour voler, ça a des roues pour se poser ou décoller, c'est vrai. Et donc des pneus. Alors, entre autres, qu'est-ce que vous faites chez Air Captif ? Alors, nous, on utilise notre savoir-faire sur l'étanchéité, sur les structures, sur les matériaux destinés à des structures gonflables, mais dans des produits qui ne sont pas des pneumatiques.
Donc Et en fait, notre partenariat avec Dassault Aviation a touché à un produit un peu particulier, que je vais laisser ceux qui l'ont fait naître dont je parlais. C'est finalement des cages de Faraday gonflables, transportables, et qui ont participé à l'aventure du 6X. Voilà. Alors justement, dans le développement du 6X, Je vais parler du besoin. Jusqu'à maintenant, on avait des Falcon qui étaient de taille un peu plus réduite, et l'envergure du 6X nous a conduit à réfléchir autrement pour faire des essais sur avion. Tout à l'heure, j'ai parlé de la sécurité, de l'avion, des systèmes avions, des passagers. Et en fait, cette sécurité-là, elle est justifiée à la fin du programme, juste avant la fin, juste avant de donner les clés aux clients, quasiment par des essais sur avion. Par des essais sur avion à l'échelle réelle, où tous les systèmes sont sur on, tous les systèmes sont vraiment les derniers systèmes de la dernière version qui va voler pendant de nombreuses années. Et donc nous, notre métier, c'est de vérifier que tous ces systèmes-là, ils sont sécurisés au plus haut niveau d'importance. On est à peu près à du 10.9 par heure de vol. Donc un événement grave ne peut arriver que au maximum moins d'une chance sur 1 milliard. Donc vous voyez, c'est un niveau de sécurité qui est extrêmement important pour tous les avions qu'on appelle large airplane, pour les gros avions, pas les tout petits, mais les gros, dont la famille Dassault fait partie. pour être certifié, donc. Pour être certifié par l'autorité européenne, par l'EASA et par l'autorité FAA américaine. Et dans cette démarche-là, qui est commune pour tous les avionneurs du monde, chaque avionneur a sa démarche de justification. Et nous, on a développé une nouvelle démarche avec Air Captif, où on est capable de mettre une cage de Faraday au-dessus de l'avion pour mesurer les champs qui vont pénétrer et s'approcher des systèmes critiques. On a justement une question sur le chat qui CSDiouf 1 qui nous demande, et ça pourrait être quoi l'événement qui est totalement imprévu? Eh bien, Sur combien de milliards tu disais tout à l'heure? c'est une chance sur 1 milliard. C'est Une chance sur 1 milliard. 10.9 par heure de vol. 10.9 Le par heure de fait vol. d'avoir un événement catastrophique qui conduit à la perte de l'avion et de l'équipage. Un élément totalement imprévu, c'est très souvent le premier exemple qu'on prend, c'est le misleading information. C'est l'information fausse non détectée par le pilote et le copilote. Ça veut dire qu'il a plusieurs informations qui sont présentées sur les écrans. Et en fait, il y a une information qui est figée parce qu'il y a eu un dysfonctionnement produit par un effet électromagnétique. L'information est figée. Il n'a pas vu qu'elle était figée. Donc, il a vu cette information. Il la reconsolide une deuxième fois visuellement et il prend une mauvaise décision. Donc, il y a plein de paramètres qui ont conduit à présenter ce paramètre important en cockpit. Et donc, ça peut faire partie des éléments qui peuvent conduire à des situations très critiques. Donc, notre objectif à nous, c'est tous les paramètres qui sont de première importance vis-à-vis de la safety. On doit démontrer que jamais ces éléments-là n'arrivent et ne sont présentés à l'équipage. Et pour en revenir à la cage de Faraday, donc, pour bien comprendre, donc, Ouais. là, vous avez mis au point une façon plus simple, peut-être, de tester la résistance de l'avion à la foudre pour essayer de vulgariser un petit peu, c'est ça? Comment on faisait avant et comment on fait avec ce nouveau système? Alors avant, Fabrice pourra en parler plus, mais du coup... On envoyait des décharges sur les carlingues, non? Il y a ça effectivement. Ouais. Donc on a créé une ligne coaxiale, des isolateurs qui permettent de passer des câbles autour de l'avion. Et quand on envoie la foudre sur le nez de l'avion, donc on ne sait pas où la foudre va sortir sur l'appareil, elle vient chercher un câble qui ramène la foudre à la terre. Ça c'est fait dans un atelier, dans les hangars. Et depuis là, on peut faire des essais foudre en toute sécurité. Je ne me trompe pas? Ah oui, c'est bien. C'est bien. En toute sécurité. Oui, on a bien bossé ensemble. L'objectif, c'est de faire des essais à la maison dans nos grands ateliers. Et le problème des grands ateliers, c'est que ils ont un sol, ils ont des structures métalliques, et l'avion, quand vous les foudroyez, il voit pas tout ça, il est en vol. Quand l'avion il est exposé à des champs électromagnétiques sur un aéroport, le Rafale, quand il décolle d'un porte-avions, il est dans l'air libre. Donc en fait, l'objectif, c'est de concevoir des systèmes qui permettent de s'affranchir de tout ce qu'il y ait environnemental sur le sol, sur les murs. Et donc on a des solutions innovantes qu'on a développées avec Air Captif pour faire un essai au sol en faisant croire à l'avion qu'il est en vol. Ah oui, C'est ça le principe. Et d'accord. donc, voilà. Ce sont des outils Et de donc mesure, l'évolution incroyable. C'est gonflable, qu'on a fait, c'est ça qui c'est m'intrigue. que là, c'est- après, quand c'est en vol, il y a une onde qui passe, qui touche l'avion et qui se réfléchit. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une structure autour de l'avion qui est complètement métallique. Donc, on la présentera tout à l'heure. Tu la présenteras tout à l'heure. On a une Donc, image, non? Et donc, Vous avez amené? on a des On n'a pas vidéos prévu, qui sont on a sur le des site vidéos de qui- Michelin qui ont été faites. En fait, c'est arriver à faire une structure gonflable qui fasse 20 mètres de large, 20 mètres de long sur 8 mètres de haut. Et gonflable
en une journée. En une journée, on la gonfle, elle est autour de l'avion. Et Alors, toutes les ondes qui sont installées autour de l'avion ne sortent pas de cette cage. voilà, donc solutions gonflables à forte technicité. Elles sont ultra légères, modulaires et résistantes tout en répondant aux attentes de clients exigeants. Vous êtes un client exigeant ? Oui. Odieux. Confirmé ? Non, mais c'est vrai, quand on pense à gonflable et résistance à la foudre. C'est toute la difficulté. Voilà. C'est-à-dire qu'on part de quelque chose, d'une technologie du kitesurf. Donc, c'est une membrane en tissu et on met une chambre à air en polyuréthane assez fine à l'intérieur, 150 microns. Et donc on doit réaliser un grand kitesurf. Donc la cage de la Faraday qu'on a réalisée pour Dassault, elle fait 900 mètres carrés. Elle est décomposée en une douzaine de modules, donc, qui sont tous manipulables par une seule personne, donc très léger, pas de moyen de manutention. Et donc ces structures-là, eh bien, on les a mises au point. Donc il y avait dans le cahier des charges forcément la légèreté, la sécurité, il ne faut pas qu'elles s'effondrent forcément directement sur l'avion une fois qu'on les a gonflées. Donc elles sont en air captif, on ferme les bouchons, ça ne bouge plus. Voilà, il n'y a plus de moyens d'énergie pour les maintenir en pression. Et on peut les laisser gonfler. Si Airbus vous appelle ou si Gulfstream vous appelle, vous êtes capable de leur proposer. Ils sont pas assez malins chez Gulfstream. C'est ça. Je compare pas les deux. Non. Alors, on a déposé un brevet, Voilà. chacun un brevet avec Air Captif Michelin, un brevet sur le besoin de haut niveau et qui était du côté d'Assaut et un besoin sur la technicité de fabrication. Donc chacun a séparé ses compétences, ses besoins, ses expériences pour définir des brevets qu'on a déposés le même jour. Exactement. Donc ça, c'était aussi une très belle aventure. Pour revenir tu disais tout à l'heure que la DGAC vient faire ces mesures, c'est ça. Comment ça se passe alors concrètement les mesures? Ça dure combien de temps Là, du coup, avec notre système, ça a duré 4 jours. Attends, ça, j'ai des infos précises. Genre le nombre d'heures, le nombre de personnes. Alors, ça dépend qui fait les essais. En dehors de Dassault Aviation, il y a des compagnies, il y a des intégrateurs que je ne peux pas citer là, qui sont sur plusieurs semaines. Il y a des intégrateurs qui sont sur plusieurs mois. Nous, on a réussi à faire ces mesures en 2 jours et demi. Donc on a réduit par 3 ce qu'on faisait d'habitude par rapport à ce moyen. Ce moyen-là, ce qu'il a de fabuleux, c'est qu'on a une cage métallique, on a l'avion au milieu et on a un brasseur. Un brasseur qui va brasser les ondes, comme si l'avion y tournait. Le fameux brasseur qu'on a sur le stand Michelin. Voilà, il faut aller voir. Miniature Ouais. qui est exposée. Donc, Ah oui. Vous imaginez cette grande cloche métallique, ce brasseur qui fait 5 mètres de haut et qui permet de brasser les ondes. Et on arrive à démontrer que statistiquement, sur un tour complet du brasseur, l'avion, il a vu toutes les incidences et polarisations qu'il peut voir en l'air. dans la Donc, nature. en l'air quand il est en opération, dans la nature, quand il arrive sur un porte-avions, quand il arrive n'importe où. Donc ce côté statistique-là nous permet d'aller beaucoup plus vite plutôt que de tourner autour de l'avion sur le tarmac quand il fait beau, avec des moyens qui sont lourds à mettre en œuvre. Là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus court et qui demande un peu de technicité pour arriver à avoir un essai très rapide. Le message important, en dehors du fait qu'on a réduit considérablement, c'est la sécurité, c'est l'exhaustivité, c'est avoir un essai reproductible. Si demain on le refait, on aura le même résultat. Exactement. Et cette performance-là, c'est aussi à associer à cette technique qu'on a réalisée avec Air Captif. Nous, ça nous a vraiment donné envie de cette réussite-là, d'aller vers une gamme de dispositifs de mesure gonflables. En fait, on s'apercevait qu'il y avait un vrai besoin cœur, là, c'est d'essayer d'avoir des dispositifs qui viennent à l'avion et demain peut-être à d'autres engins, plutôt que d'avoir à emmener l'engin dans un dispositif en dur. Et là, en fait, on a une vraie veine de nouveauté, d'innovation qui a été générée par ce partenariat. Donc c'est démontable En fait, c'est démontable. Il faut une journée pour le monter. Il faut 4 heures pour le dégonfler. C'est immédiat, donc la structure elle tombe par terre, on la découd. Donc en fait, pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite, on a des systèmes à double fermeture, c'est comme un zip. Sauf qu'on en a 2, c'est des zip conducteurs avec un velcro conducteur entre les deux. Donc on a mis des pièges dans toutes les interfaces entre les différents éléments. Donc on monte en une journée, on démonte en 4 heures, on le stocke dans une pièce qui est moitié grande comme celle-ci et c'est prêt pour le prochain essai qui est prévu dans quelques mois. Et on n'a pas déplacé l'avion, c'est un client conquis. De la vie du client, ça fait plaisir à entendre. Il fait une belle promo de... On l'espère, c'est parfait. Surtout noter que quand il a utilisé le mot brasseur, t'as pas réagi. Ah, c'est vrai.
C'est vrai. Oh là là. Non, mais question. Alors, pour les personnes qui nous regardent, même moi, bon, c'est vrai que Michelin, on pense tout de suite aux pneus et des pneus à cette technologie-là. Tu penses pas au Breguet 14? Ah oui. Oh là là, l'inculte. Mais oui. 120 ans qu'on accompagne l'aviation. 120 ans. 120 ans. Et pas qu'avec des pneus, effectivement. Pas qu'avec des pneus, mais justement, ces technologies-là, comment elles sont. Enfin, qui a eu cette idée en fait incroyable? Alors c'est intéressant hein, parce que le lien entre Michelin et Air Captif, il naît en fait dans le médical, il naît dans la crise Covid et il naît avec des coussins pour le proning, c'est une position particulière que le malade va prendre pour être intubé. Et en fait, les CHU avaient une question, c'est comment préserver les malades des escarres dans cette période-là. Et pour les préserver, le gonflable permet de répartir les pressions et d'éviter les escarres qui vont être générés par des pics de pression sur le corps du malade. Le lien s'est fait avec Air Captif et en fait, le lien et les synergies sont nées parce qu'en fait, Air Captif, start-up innovante qui avait des itérations sur ce sujet-là et Michelin, innovation dans le domaine du matériau, capacité à industrialiser les produits, d'amener des solutions aussi de simulation pour anticiper des nouveaux produits. Et finalement, assez naturellement, le gonflable a trouvé des applications nouvelles en dehors du pneu grâce à cette association. Quoi. L'histoire ont développé donc la cage de Faraday pour Dassault et le coussin Airprone, enfin les coussins Airprone de Michelin. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et que l'émulsion est venue et du coup le groupe Michelin nous a racheté. Voilà. Sans transition sur le chat, 0K, mais celle-là, de toute façon, comme t'en es pas fier, on va la sortir. Un brasseur dans l'air, c'est un clou de brasseur. Ça vaut quoi ça? Ah si, elle est bonne. Sur l'échelle du jeu de mots, c'est un 12 sur 10. Alors, pour la Oui. Le brasseur entre nous, on l'appelait Claude. Voilà, la boucle est bouclée. Venez bosser dans l'aéro. Voilà. Vous avez toutes les compétences. Voilà, je pense que là, vous ne prévoyez pas faire des hélices. Voilà, les gonfleurs d'hélices. Les hélices gonflables. Parti. On sent que c'est la dernière émission, que c'est la fin du salon. Tout le monde est fatigué. Il y a des gens, ils ont dû se taper les 25 ou 30 heures de live. Ils sont aussi fatigués que nous. Donc des hélices gonflables, pourquoi pas? Bah oui, forcément. En fait, le gonflable, ça amène des objets de la rigidité à poids lourd. Donc oui, en fait, ça permet d'imaginer transformer plein de produits en des produits plus faciles à transporter, moins coûteux en matière à transformer, donc finalement plus voilà, vertueux vous me pour gonflez avec vos vannes, les vannes ouvertes, allez hop Je là. voudrais juste rajouter sur ce que tu dis, c'est la technicité. Ça veut dire que le produit élémentaire, on l'a caractérisé, on a identifié ses performances, on a identifié des jonctions. Donc en fait, le principe, il est ce que vous avez décrit, et après derrière, on peut rajouter des niveaux de performance au juste assez en fonction du prix, parce qu'effectivement, chaque matériau a des hautes valeurs ajoutées, peuvent être très chères. Et là, on a trouvé un compromis qui répondait exactement aux besoins. Pour donner un ordre de grandeur, on atténue d'environ 120 dB le champ, entre 80 et 120 dB. Donc on arrive à s'affranchir du monde extérieur comme si on était un peu dans l'espace. Donc ça, c'est quelque chose qui est rare à l'échelle d'un Airbus de grande dimension. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit du gonflable high-tech dans le site internet de Michelin Inflatable. Exactement. En fait, tout est cohérent en fait. C'est ça. Puis surtout là, Avec un cahier des charges très précis, Ouais. je dois le dire, et du sur-mesure. on démontre donc que dans l'aéronautique et dans l'aéronautique française, on invente, on continue à explorer des pistes pour améliorer tout un tas de systèmes, et tout ça se fait dans des entreprises plus ou moins grandes, avec des gens de différents niveaux. On peut avoir des techniciens et des ingénieurs qui travaillent ensemble. C'est une incitation. Et comme on vous le dit depuis le début des émissions sur le Bourget, l'aéronautique a besoin de main-d'œuvre. Vous voyez le genre de travail qu'on peut faire quand on est en lien avec l'aéronautique, plus ou moins loin des avions, mais on fait avancer beaucoup de technologies. C'est vraiment impressionnant. Voilà. Merci. Ouais. Eh ben écoutez, on va faire le changement de plateau. Merci. Alors c'était un petit peu court, mais Voilà. merci. moi j'ai appris plein de Merci. choses. Quel dynamisme et quelle C'était ouverture d'esprit. vraiment chouette. Et puis tu disais tout à l'heure, tu étais le tout premier salarié d'Air Captif, et maintenant vous êtes 100, plus de 100 même. Tu nous rappelles en quelle année c'était Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Hein. Voilà, donc c'est bravo.
On reparlera de ces sujets sur Jumpseat, c'est Et sûr. puis on essaiera d'avoir des images un peu plus Oui. jolies à vous présenter Voilà. rapidement sur Aérobuzz, abonnez-vous. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci pour la pêche que vous nous donnez parce Ouais, qu'on est en merci. fin Merci de beaucoup. cycle et ça faisait du bien d'avoir des gens avec beaucoup d'impact. Merci. À bientôt. beaucoup. À très vite. Présentez-vous, voilà. Cécile Vergolaire, je travaille chez Aura Aéro. Voilà. Avec Roland, on est partenaire pour la maquette de la cabine de l'avion régional électrique que l'on présente ici au Bourget. Voilà, On et en a je parlé suis- dans la semaine, on est allé la voir. Voilà. Et Voilà. Je suis en charge de toute la partie environnement chez Aura Aéro. D'accord, super. Eh ben, t'as une première question à poser ou pas? Aucune. Alors voilà, on a une tradition. Non, on a une tradition. Moi, je suis admiratif, je suis devant un vainqueur, double vainqueur Ouais, du Vendée ouais, Globe. c'est vraiment. Ça calme. Chacun ses compétences. Moi, je serais On est pas un du petit tout peu faire ému ça. là. hein. Si, vous allez voir, dans 5 minutes, vous allez piquer notre place. Moi, je vous le promets, vous allez y prendre goût. Vous allez voir. Regardez, on a réservé. Elle est où notre casquette voilà, casquette, on la garde. On attend que tout le monde soit Voilà, ici. On a une ouais, petite t'inquiète. casquette avec Je des vais questions à refaire les poser. questions. Et dans les questions, peut-être qu'on va en piocher une. hein. On a la question quel était votre dernier vol ou quel sera votre prochain vol. Mais là, j'ai envie de vous demander on peut se tutoyer, Roland. Quelle était ta dernière sortie en mer? Quelle est la prochaine? Eh bien, je suis revenu hier soir. On était pendant une semaine, alors pas en compétition, mais c'est aussi les missions qu'on se donne avec le bateau. J'ai mon champ de lin, hein, puisque mon catamaran, c'est 50% de fibre de lin, donc c'est tout un travail avec ça. On était avec des étudiants de grandes écoles et d'universités et leurs formateurs sur un concept qu'on a intitulé l'école flottante et que tous ensemble à bord, en interdisciplinarité, on tente de mettre des gouttes d'eau pour répondre aux problématiques qui nous attendent tous face aux enjeux environnementaux et sociétaux. Donc c'est rester avec les jeunes, voilà, échanger nos soucis, nos envies, nos passions et puis voir comment on peut tirer la charrette tous dans le même sens. Mais Et alors, puis, cette pardon, vas-y, implication, Fred. alors là, vous êtes présent parce que vous êtes impliqué au niveau aéronautique. Alors, quelle influence a le maritime sur l'aéronautique? C'est ça votre axe. Alors, qu'est-ce que vous faites avec Aéro et avec Aura et quels sont vos champs d'application de travail? Bon alors moi déjà l'aéro très humblement, enfin si on en parlait tout à l'heure avec le président d'Aéro, on a un ami commun, moi j'ai eu mon baptême de planeur, ça fait 2 ans. Seulement Dans le Pays Basque. Mais l'aéro, je connais, je jalouse la nature, moi, et le profil des ailes des albatros et des fous de bassin et autres depuis que je suis petit. En hydrodynamisme, on est dans les mêmes problématiques. Donc tout ça, c'est proche et très loin en même temps, parce qu'au milieu de tout ça, il y a la structure. Et après l'hydrodynamisme et l'aérodynamisme et la structure que la nature sait très bien faire mieux que nous, c'est qu'elle sait laisser propre derrière elle. Et nous, on est devenus très très bons partout, dans le monde du nautisme en tous les cas, et encore une fois l'aéro nautique je connais moins, mais en tous les cas c'est un sujet qui nous réunit, comment on peut faire un pas en avant sur... On est sur de la mécanique des sur fluides, tout simplement, c'est ça. Sur l'impact environnemental C'est ça. de tout ça. Voilà. Et sur les facteurs de charge. Ah. Dans l'aéronautique, on cherche à réduire notre impact. C'est pas que l'impact des avions quand ils sont en vol, c'est aussi l'impact associé aux matériaux. Oui. Donc on se pose la question de comment est-ce qu'on peut utiliser des matériaux différents à la source pour consommer moins de planète Terre, ou de les consommer différemment et avoir moins d'impact environnemental au global, puisqu'il s'agit de les faire disparaître quand les avions ont fini leur vie. Oui. Et de se poser la question de quels sont les matériaux qui existent aujourd'hui dans d'autres univers que l'aéronautique qui sont en capacité de supporter les mêmes facteurs de charge. Donc là, ça va être lourd, Fibre donc ça de va lin. être l'air. Et dans les avions que Aura Aéro fait, il y a aussi des avions à capacité voltige, donc qui sont soumis à des facteurs de charge très importants. La question du composite, elle est majeure dans l'aéronautique, parce que les filières de valorisation finale sont plus ou moins efficaces. Donc la question est comment est-ce qu'on peut fabriquer du composite et utiliser du composite différent. La fibre de lin entre en jeu à ce moment-là, et ceux qui ont le plus d'expérience, sont dans le nautisme. Dans le nautisme, merci. Et c'est vrai que pour le carbone, c'est arrivé un peu comme ça, parce que finalement, dans les fin des années 70, début des années 80, moi, c'est comme ça que je suis tombé dans le composite. Et ces matériaux au module qu'on n'osait pas utiliser dans l'aéro nautique, et c'est incompréhensible, parce que faire tomber des gens, ça fait mauvais effet. En fait, les bateaux de course au large ont servi de cobaye pendant quelques années, voire dizaines d'années. Parce que en termes de facteurs de charge, sur les avions de voltige, on est entre 6 10 G assez facilement. Mais qu'est-ce que vous encaissez, vous? Qu'est-ce que vos coques encaissent en course sur les catamarans? C'est quoi les facteurs de charge que vous encaissez, vous? Alors
alors ça dépend évidemment des bateaux, mais sur les bateaux qui font aujourd'hui le Vendée Globe ou les bateaux à foil, aujourd'hui les bateaux volent, donc quand ça vole ça va, c'est quand ça retombe que Et ça tape. les charges en dynamique sont toujours un gros problème en fait à estimer. Là vous me séchez parce que on est sur je sais plus à combien mais on est sur des impacts qui sont très très forts. C'est ça l'idée. En slamming, enfin en impact direct, on est très très fort. Donc je n'irais pas dire que la fibre de lin va tout remplacer. La fibre végétale, elle a ses avantages environnementaux en particulier. Elle a, je pense que pour l'aéronautique aussi, des avantages de capacité anti-vibratoire pour un tas de choses. Et après, on peut la mixer avec du carbone, avec de la fibre de verre ou autre. Ou alors, moi, mon sujet de prédilection, c'est l'utiliser pur, on va dire, et d'avoir un matériau le plus vertueux possible, c'est-à-dire recyclable, voire compostable. On est sur du végétal. Dans les contraintes de l'aéronautique, avec les normes anti-feu, etc. Mais en fait, ça lance des sujets qui sont énormes, qu'il nous faudra tous affronter. Mais il faut bien dire qu'on est au bord du gué, quoi. Alors justement, merci à CS Dupes là sur le chat. Alors on est sur Twitch, hein. Il y a plein d'internautes qui nous regardent en direct, qui ont des questions à poser. Et alors justement, c'était un peu là où je voulais en venir juste après. CS Dupes nous dit finalement, c'est assez proche le bateau et l'avion. Il y a beaucoup de points communs entre la navigation sur mer et la navigation dans les airs. Ça me fait penser à un navigateur qui s'appelle Harri Uusela. Je ne sais pas si je prononce bien, finlandais. Commandant de bord sur Airbus A350, et j'avais eu la joie de l'interviewer sur son bateau par satellite. On en a fait un podcast pour Aérobuzz, donc un petit peu de promo aussi pour Aérobuzz. Aérobuzz, c'est notre site d'information, donc c'est Aérobuzz et Jumpseat. Abonnez-vous, hein, Aérobuzz, voilà. Et donc vous pouvez retrouver des podcasts. Et Harri Uusela, voilà, ça m'avait fasciné quand il m'a raconté son Vendée Globe. En plus, il était encore en plein milieu de l'Atlantique quand je l'ai eu au téléphone. Tous les points communs qu'il y a entre l'aéronautique et le naval, quoi. Ouais. Tu le confirmes, ça? Bah, écoute, je l'ai rencontré moi à Concarneau. Tu l'as rencontré, juste avant le Vendée Globe. Il était venu faire une escale de 15 jours chez nous, et puis on avait laissé notre ponton. Il m'avait frappé, ce gars-là, parce que il n'était pas franchement en avance. Oui, en plus, je crois qu'il est arrivé dans les... Il n'avait pas franchement le budget le plus éclatant du monde. Il y avait des problèmes, mais il n'y avait pas de problème avec des solutions pour lui. Et il avait ce côté rationnel que j'imagine avoir les gens les commandants de bord et puis l'équipage, les checklists, les machins. Moi, et je l'avais trouvé. Je voudrais revenir sur la technologie des foils parce que c'est quelque chose qui est très utilisé maintenant dans le naval, qui commence à arriver dans l'aérien parce qu'on a quelques projets d'hydravion qui travaillent avec cette technologie-là. Comment on explique cette différence d'avancée entre le naval pur et les navires de course et qu'on ne voit pas encore d'application des foils sur les hydravions aujourd'hui? Comment ça s'explique, cette différence d'avancée, pour une fois que le naval est en avance sur l'aérien? C'est au-delà de mes compétences, je ne connais pas assez le milieu pour le savoir. Vraiment, quand est-ce qu'un hydravion peut avoir... En fait, il y a eu un projet français... C'est une question sur le retard technologique. Oui, c'est ça, finalement. C'est un peu technique quand même. C'est vrai que c'est technique, c'est un peu délicat aussi. C'est reconnaître qu'on a peut-être mis des efforts à d'autres endroits et que dans l'aéronautique, on a pris un peu de retard de manière générale, dans les systèmes de propulsion, dans la question des matériaux. Il y a quand même eu de grosses avancées parce que les premiers avions n'avaient pas de système propulsif qui permettait de décoller avec moins d'impact. Donc aujourd'hui, c'est le cas et on évolue encore. Tous les efforts sont à mettre tant sur la propulsion que sur les matériaux. Je crois que c'est un peu pareil dans tous les milieux, parce que dans le milieu du nautisme, par exemple, le principe du foil existe depuis la nuit des temps, parce que c'est un principe physique, mais il a été mis en œuvre en début du XXe siècle par les Américains sur des navires de guerre, enfin des navires de propulsion rapide. Ça a été mis un peu aux oubliettes. Dans nos débuts, dans les années 70-80, il y avait ce qu'on appelait des bases de vitesse. Donc il y avait des professeurs Nimbus un peu du monde entier. On avait un grand rond comme ça. Il fallait traverser au plus vite les 500 mètres, quoi. Et là, on voyait des catamarans, des trimarans, des grands flotteurs, des petits flotteurs et des foils, puisque le principe existait. C'était du bois, c'était de l'aluminium, c'était de la fibre de verre, ça allait qu'un. Des fois, il y avait une perf. Et en fait, la course au large a amené d'autres principes, parce que c'était compliqué de faire tenir tout ça. On n'avait pas encore la maîtrise des process du carbone à ENCO. Donc on est parti vers des process archimédiens, des gros volumes, des gros flotteurs. Ce qui est terrible, c'est qu'il a fallu attendre, ça fait grosso modo une dizaine d'années que tout ça a réexplosé.
Mais le monde de la planche à voile, le monde de la glisse aurait pu s'accaparer ça depuis 30 ans, parce qu'avec des bouts de contreplaqué ou des bouts d'aluminium, ça aurait marché. Mais il a fallu que ça vienne de l'America's Cup, avec de la lumière qui est revenue sur ce principe-là. Des fois, c'est la mode, quoi. Et tout d'un coup, la mode, il y a un éclairage et tout le monde s'engouffre. Et en fait, l'intelligence collective était là, sauf qu'elle se démarrait pas. Alors, peut-être que dans l'aéronautique, il y a des... Et puis pour compléter, il y a quand même 2 paramètres. C'est que le premier, on ne transporte pas le même nombre de personnes dans les avions que sur les bateaux. Donc technologiquement, il faut quand même réussir à avancer. Il y a des paquebots, mais est-ce que les paquebots qui existent aujourd'hui ont les mêmes technos de foil dont vous parliez? Je ne sais pas. Vraiment, c'est pas mon domaine. Donc justement, je ne saurais pas répondre. L'autre point, c'est que c'est légitime et je comprends votre question sur le pourquoi est-ce qu'on a pris du retard. Par contre là, je ne sais pas si on peut continuer à se poser la question du pourquoi. Il faut qu'on mette notre énergie dans trouver des solutions. Donc c'est bien qu'on se dise on a pris du retard, on a fait le constat, par contre maintenant il faut qu'on avance, quoi. On a des réactions sur le chat de nos amis de la zone aéro qui ont une super émission sur, aéro aussi sur Twitch, on les salue. Ils nous disent, donc c'est Sébastien, je suppose, le foil ce n'est qu'une aile, mais sous l'eau. Après, c'est probablement le rapport poids-bénéfice peut-être. Et aussi perturbation aérodynamique du foil hors de l'eau. Bon, c'est un peu technique, hein. Mais c'est super intéressant. C'est là qu'on voit quand même les points communs. Et justement, c'était ma prochaine question. Comment vos routes se sont croisées là, qu'est-ce qu'un navigateur fait au Bourget, plus grand salon aéronautique? Pourquoi ça c'est interdit aux navigateurs? Exactement, après tout. C'est pas une histoire de géographie. Non, c'est ce qu'on vous partageait au début. Chez Aura, on se préoccupe vraiment dans l'impact environnemental global. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, on va faire un avion et ce qui se passe avant, ce qui se passe après ne nous regarde pas. En l'occurrence, on a une approche avec ce qu'on appelle l'ACV. Donc c'est l'analyse du cycle de vie. C'est de se dire, entre le premier coup de pioche qui extrait de la matière de la planète Terre et la disparition de la dernière molécule, tout ça contribue à l'impact environnemental de l'avion. Donc, quand on s'intéresse à réduire l'impact environnemental de l'aviation, il y a les émissions en vol, mais il y a aussi l'objet, il y a aussi les process industriels, les matériaux qu'on va choisir. Et sur la question des matériaux, on se doit d'optimiser notre consommation, mais surtout de consommer des matériaux différents, qui impactent moins l'environnement à la source et à la fin de vie. Enfin. Donc, comment est-ce qu'on peut faire du composite différent? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Qui le pratique? Et dans la navigation, on a identifié des personnes qui savaient faire du composite avec des fibres naturelles. Donc notre manière de fonctionner chez Aura Aero, ça a été d'identifier toutes les fibres naturelles possibles, de regarder celles qui avaient le moins d'impact environnemental, parce que si... Donc la fibre de lin en l'occurrence là? Oui, et puis il y en a certaines où on se dit c'est super, c'est biosourcé, par contre l'impact est reporté sur la partie agriculture, et ça nous on ne veut pas en fait dire on dédouane l'aéronautique, mais on l'impacte à une autre industrie. Donc la fibre de lin semble cocher tous les bons paramètres. Et on a travaillé ensemble parce qu'il y avait déjà des réalisations qui avaient été faites. Et on s'est dit, pour la maquette de la cabine qu'on va présenter au Bourget, ça a du sens de faire des panneaux ensemble pour habiller cette maquette. On a du monde qui arrive, on va vous les présenter. Rapprochez-vous, serrez-vous le plus. Est-ce qu'on peut avoir d'autres micros là parce que ça va pas être gérable? Bon. Cécile, c'est ça? C'est ça. Voilà. Enchanté. Bonjour. Alors, mesdames et messieurs, nous avons pilote du Falcon 6X. Tout à l'heure, nous étions dans le cockpit. C'était super. Très heureux de vous avoir aussi sur le plateau. Je suis ravi d'être là avec vous. On termine, alors c'est fascinant parce que là, on a quand même un grand navigateur, une spécialiste de l'environnement, dans l'innovation. D'ailleurs, c'est ça que je veux vous demander, Cécile. Comment vous êtes arrivée là dans l'aéronautique Alors, dans ce projet en tout cas. Mon métier de base, c'est la protection de la biodiversité. Sauf que quand on travaille à Toulouse, on a plus de chances de travailler dans l'aéronautique que dans la biodiversité. Et chez Aura Aero, j'ai réussi à mêler mes multiples compétences. Et surtout, ce que recherchaient les 3 cofondateurs, c'était d'avoir une approche scientifique dans la démarche industrielle. Donc de considérer tous les paramètres qui entrent en jeu et d'appliquer vraiment la méthode scientifique. Avant de présenter, donner la parole à nos 2 autres invités sur le plateau. Roland, tu as dit tout à l'heure que tu as fait ton baptême de planeur il y a 2 ans, c'est ça? C'est ta toute première fois que est-ce que ça t'a donné envie de piloter ou Ça me donne mon problème, c'est que je suis gourmand, j'aime faire plein de choses, mais le planeur c'est comme le reste, ça peut prendre du temps. Non, mais c'était un bonheur total d'être dans l'élément, alors non pas dans le silence complet, mais en
en espèce de symbiose avec les vautours autour de nous dans les pompes et tout, c'était magique. Et pour revenir à ta question précédente, Oui. juste, non, nous on est tombé dans le lin et pas que dans le lin, parce que le lin effectivement représente une ressource locale, renouvelable, et on a le meilleur lin du monde en France et on a de la chance. Ce lin est exporté pour 80% en Chine aujourd'hui pour nous revenir sous forme de vêtements. Donc moi ça fait une bonne douzaine d'années qu'avec nos équipes on s'est dit c'est quand même un peu bête, on sait faire du composite. Il y a parmi les meilleurs faiseurs de composite dans le monde sur nos côtes proches européennes et françaises, et il y a des choses à faire. Donc il y a la fibre et il y a aussi la résine, parce que tout ça doit être lié. Donc c'est un long travail. Mais moi, ce constat-là, voilà, ça fait 15 ans que je me pose des questions en me disant c'est quoi le sens de mon métier de performeur au large si je ne regarde pas dans mon sillage et si je ne regarde pas ce que je laisse à terre. Ça n'a plus de sens pour moi de pousser mes limites et les limites de mes bateaux et de mes projets sur une planète qui a elle-même dépassé ses limites. Et là, on rentre dans les limites processus planétaires. où on fait des rencontres et des essais, des erreurs, et qui nous mènent aujourd'hui ici, parce que on a besoin d'être le plus nombreux possible à essayer de résoudre au moins de se poser les questions, tenter de les résoudre, et donc voilà, faire du matériau à moindre impact environnemental dans l'aéronautique, ça a du sens comme dans tous les domaines de la société. Et puis d'intégrer chez nous ce qui existe déjà ailleurs, plutôt que de le réinventer. Frédéric, moi je trouve que c'est fascinant. On a 2 invités qui viennent d'arriver. Pilote de chasse, pilote de ligne, et de chasse aussi, Philippe Duchâteau. Tout à fait. On t'a reconnu à T1 sur le chat là. Il y a des personnes qui commencent à avoir une tête connue. Comment on peut te définir, toi, Cécile? Chercheuse, développeuse T'as le temps de réfléchir. Un navigateur et un journaliste. Et un journaliste. Mais toi, je te préviens, à la fin de l'émission, tu passes au contrôle antidopage. Philippe Duchâteau, vous êtes pilote d'essai pour Dassault Aviation. Oui. Pilote d'essai, c'est pas la même chose, on passe par les PNR, la grande école. Et puis Yaté Chué, donc youtubeur très connu, surtout ancien pilote de chasse, super étendard et rafale dans l'aéronautique navale. Pilote de ligne aussi, au Canada, il me semble, si j'ai bien suivi. Tout à fait, là je suis en congé sans solde en ce moment, mais sinon sur le papier, oui. Mais je suis plutôt pilote de motoplaneur à côté de Duche, qui est vraiment, faut le préciser, une légende dans le milieu. Donc je suis très content de vous rencontrer en vrai, parce qu'il faut dire ce qui est. Donc, On va commencer par parler du Falcon 6X. Alors, j'ai pas eu le temps de suivre le live que mes amis ont fait sur l'avion, donc parce que je devais assurer une mission juste derrière. Ce Falcon 6X, en tant que pilote, qu'est-ce que ça représente? Alors, ça représente une étape de plus encore vers la qualité et la réponse parfaite des commandes de vol, entre guillemets. On était déjà au top avec un 7X et un 8X. Là, on a encore gagné en précision et en manœuvrabilité. C'est ce que j'essaie de montrer dans tout le courant de la présentation. Précisons effectivement que c'est vous qui effectuez la présentation Exactement. en vol du C'est Falcon 6X, que les gens vont pouvoir, que le grand public va pouvoir admirer ce week-end avec un grand soleil. Oui. On parlait de facteur de charge tout à l'heure, justement. Le Falcon 6X en démonstration, vous montez à quelle hauteur en facteur? C'est 2G5. On est loin des 9G du Rafale, mais c'est largement suffisant pour démontrer les qualités de l'avion, et pour faire quand même des virages serrés, puisqu'on a quand même beaucoup moins de vitesse qu'un chasseur. Et on a quand même un volume d'évolution qui est très très restreint aussi, où on arrive à tenir, avec moins de facteurs de charge qu'un chasseur, mais les mêmes protections. C'est-à-dire que moi je vais pouvoir tirer autant que je veux sur le manche, de toute façon l'avion ne dépassera pas son facteur de charge limite. Et je tiens à dire que toute la démonstration se fait dans le mode nominal des commandes de vol. On dégrade. Nous avons un coup de fil. Merci Martin. Alors regardez, c'est magnifique là. Bah Bon, là, c'est le Rafale. Là. c'est un Rafale. Il va arriver le Falcon. Voilà. Le temps qu'on ferme la porte, qu'on mette en route. Voilà. Alors le Wave, on était à bord tout à l'heure. Je remercie Vadim, qui est juste là dans les coulisses, qui nous a super bien accueillis tout à l'heure pour faire le tour de l'avion. Et regardez ça. Alors décris-nous là. C'est donc un décollage, on va prendre 180 nœuds et puis on va tirer autant qu'on peut sur le manche. On est complètement protégé, donc l'avion va prendre ses 30 degrés de pente maximum qui sont autorisés et ensuite ça va rendre doucement la main. Et puis quand on passe par 800 pieds, on balance tout sur le côté, on va légèrement au-dessus de la tranche pour pouvoir revenir vers l'axe. Et c'est ainsi avec ce mini-manche, ce side stick, exactement comme dans un Rafale, qu'on va piloter cet avion avec des commandes de vol qui sont issues des commandes de vol du Rafale en quelque sorte, et qui donnent cette espèce d'agilité
qui est un plaisir de pilotage. Ah, t'es chouette, tu te verrais piloter. Je me permets, mais Pardon, vas-y. les 30 degrés autorisés, c'est quoi là? C'est une réglementation? Alors, ou c'est des limites ça correspond à une limite. En fait, c'est une balance entre ce dont on pourrait avoir besoin en extrême urgence et puis ce qui est raisonnable de faire. Dans la vie de tous les jours, un pilote d'aviation d'affaires ne va jamais emmener son avion à 30 degrés de cabré. Il sera plutôt aux alentours de 20 degrés pour le décollage, parce que c'est un décollage standard. Et puis, dans le courant de son vol, il va faire peut-être 10-12 degrés de cabré. Mais il faut qu'il ait une marge de sécurité. Pour le jour où quelque chose se passe, il puisse le prendre en compte. De la même façon qu'il peut aller jusqu'à 20 degrés de piqué, même si, dans la vie de tous les jours, on ne va jamais faire ça. On va plutôt arriver classiquement à 3 degrés de pente à l'atterrissage, jusqu'à 6-7 degrés sur les terrains les plus exigeants comme Lugano ou London City, qui sont des terrains où on fait des approches qu'on appelle fortes pentes entre guillemets, parce qu'ils sont un petit peu encaissés avec beaucoup d'obstacles tout autour. Moi j'ai juste une question en termes de taux de roulis, parce qu'aux images il a l'air de bien bouger quand même. Oui, ça bouge bien. Alors ce ne sont pas les 270 degrés ou même en charge 170 degrés qu'on peut connaître sur un chasseur. Mais on est de la classe 70 à 80 degrés par donc, c'est vrai que c'est impressionnant. Donc, c'est-à-dire qu'en 70 degrés, tu fais de 30 à 30. Grosso modo, tu renverses complètement ta figure en une seconde. Oui, voilà, c'est beaucoup plus que n'en demande la certification. Mais on aime bien avoir des avions qui sont agiles en roulis, parce que ça permet d'être précis, ça permet d'être dans la boucle. Et c'est un peu ce qui fait le... C'est un peu ce qui fait le... Un peu plus près, pardon. Un peu plus près. C'est un peu ce qui fait la spécificité des avions d'assaut par rapport à la concurrence, qui sont un petit peu plus lourds aux commandes, on va dire. À quelle vitesse Alors, vous êtes là sur la tranche là? Pas très vite, vite parce que il faut respecter le volume. Et le salon du Bourget, c'est un peu compliqué pour ça, parce qu'il y a beaucoup de restrictions. Il y a des zones qui sont... Des pénalités aussi. imbriquées. Ah oui, on peut se faire arrêter de vol. On peut se faire arrêter de vol. Alors moi, c'est lettre aux parents. Des avertissements plutôt. Lettre aux parents, la totale. Hein, si jamais je respecte pas ça. Donc je disais, il y a des zones à 500 pieds, des zones à 1000 pieds, des zones à 1500 pieds minimum pour respecter l'environnement du terrain. Et donc si je veux que ma trajectoire soit inscrite dans le volume auquel j'ai droit, je vole rarement au-dessus de 200 nœuds. Je suis plutôt à 180 nœuds, une vitesse qui manœuvre bien, où je peux avoir ou pas un cran de volée pour manœuvrer. Très bien. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh là là. Ah, ça, on sent que... Alors, les caméras, approche-toi. Voilà, on a la mascotte qui vient nous dire bonjour. Un petit mot? Non, on ne peut pas parler. Oh. T'es jamais allé à Disney, toi? Non. Il a les cheveux aussi longs que Fred. Ouais, c'est ça. Voilà la mascotte du salon, on l'a croisée ce matin. Merci d'être là. Je sais même pas comment il s'appelle. Ah oui, on ne sait pas son prénom. C'est Aléo. 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 Bienvenue Aléo. Tu n'as pas trop chaud? Si. Tu peux te mettre à côté. Mets-toi à côté de la télé. Non, de l'autre côté. Voilà. Attention au fil. Il y a des lumières qui vont gêner. J'imagine, il y a quand même des similitudes là entre le 6X et le Rafale là, dans le pilotage. Mais, justement, pas avec la mascotte. Hein. En termes de coupe de cheveux, je perds. Il n'y a rien à dire. Pas des coupes de cheveux. On est d'accord. Moi, j'avais une question sur le 6X. Ce matin, j'ai vu le 10X qui m'a bluffé. Enfin, vous changez de gamme, je trouve, c'est incroyable. J'ai vu qu'il y a le bouton recovery sur le 10X. Sur le 6X, vous l'avez également ou pas? Alors, pas tout de suite. En fait, on progresse à chaque d'avion en avion. Et donc ça, c'est vraiment un exemple caractéristique du retour du militaire sur le civil. Et ce bouton recovery, tu le connais, hein, ça permet de remettre l'avion dans des bonnes conditions, quelles que soient les conditions de départ. C'est-à-dire tu passes dans un souffle d'un autre avion, tu passes sur le dos. Là, tu sais plus où t'es, tu appuies sur le bouton, ça revient tranquillement. C'est incroyable ça. Alors, ça vient du militaire. Et on a aussi l'équivalent de la GCAS qui va arriver sur le 10X. La GCAS, qui est Air Ground Collision Avoidance System, ce qui veut dire que l'avion a dans sa mémoire tout le terrain autour de lui. C'est l'avion pour les nuls, quoi. On a une chance de pouvoir piloter. C'est tout ce qu'on facilite comme charge de travail d'un côté. On peut aller vers la performance opérationnelle de l'autre. On peut donc, si on réduit le travail un petit peu bébête, idiot, etc., on peut demander plus. On peut aller plus loin, on peut aller sur des terrains plus courts, on peut faire des missions plus longues. Voilà, c'est ça. C'est pas juste
faire des avions bébête-proof entre guillemets, le but de la chose. Rapidement, les journées publiques commencent aujourd'hui au Bourget. Aujourd'hui, c'est une journée aussi l'aéro recrute. Faites-nous rêver un petit peu. Quelques mots sur votre parcours, pourquoi vous avez fait ça Moi, je suis tombé dedans tout petit. D'ailleurs, je pense que ouais, c'est ça. C'est quelque chose. Et je vois des enfants. J'ai même vu des bébés, d'ailleurs. Alors, peut-être pas les sortir pendant un démo Rafale ou F-35, je pense, ces bébés-là. Ou avec des bons bouchons. Mais faut tomber dedans petit. Mais en fait, ce qui est juste expliquer aux gens, je pense qu'on, en temps passé du chasseur, là, on sous-estime, je pense, la chance qu'on a de vivre actuellement en 2023, parce que le monde n'a jamais été aussi petit, le champ des possibles n'a jamais été aussi grand. Et d'une certaine manière, on a vu dans les 40 dernières années un développement fou de la techno, et là maintenant, en plus, on a intellectualisé qu'il fallait faire tout ça de manière sustainable. Et là, la nouvelle génération, ceux qui vont rentrer, j'en ai croisé tout à l'heure, ils vont pouvoir permettre qu'on garde en fait ces libertés. Parce que moi, je vois le déplacement aérien comme une liberté. C'est pourquoi on s'est battu en tant que militaire. Et c'est la future génération, peut-être qui nous regarde sur Twitch, qui va pouvoir nous permettre de la maintenir. Donc je pense qu'en mission ou comme sens, si les jeunes ils cherchent du sens, je pense qu'il n'y a pas mieux que l'aviation à l'heure actuelle. Superbe message. Et toi ? Entièrement d'accord avec ça. C'est un monde d'opportunités, je dirais, où il y a une marge de progression qui est énorme. Mais l'aviation, ça a toujours été ça. Ça a toujours été comme ça en matière d'aviation. Depuis les tout débuts de l'aviation, c'est un domaine de pionniers. Et des domaines de pionniers, on les partage, on en a plein d'autres. Il y a des pionniers de la technologie, de la recherche. Et c'est tout ça contribue à s'améliorer, à être plus efficace opérationnellement, à mieux réussir la mission qui nous est confiée. On a le même passé militaire. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'efficacité opérationnelle, de mission, etc. Parce qu'on est bien centré. De caritude, la caritude. Et toi aussi, depuis tout petit, t'es tombé dedans. Ouais, moi, je venais ici avec mon papa. Mon papa m'a emmené. Voilà, la question traditionnelle. Allez, on y va. Votre premier salon du Bourget. AT. Eh bien moi j'étais très jeune, je me rappelle juste d'une image, on arrivait sur le parking, je lève la tête, il y a un bruit de fou et il y a le Rafale. Bon alors donc c'est après 86. Et donc ouais, je suis né en 86. Donc, oh mon Dieu, un petit jeune. Donc, non, c'était après 86, j'ai plus l'année, mais j'ai vu ce Rafale en vol qui m'a complètement bluffé. Et fast forward, comme on dit, plusieurs années, j'ai fait venir mon père sur mon premier meeting aérien qui était à Lens. Et tu vois, et ça m'a fait quelque chose ce jour-là, et à lui aussi d'ailleurs. Philippe, votre premier Bourget. j'ai un peu plus de vintage que Non, c'est de l'expérience. Donc, moi, c'est plutôt le Mirage 4000, la grande époque du Mirage 4000 et du Tornado à l'époque. C'était le rêve, moi, en tant que gamin, de venir voir ces avions. C'était au début des années 80. Le 4000 d'ailleurs, je tiens à préciser que mon rédacteur en chef préféré, Alexis Rocher, vient de sortir un livre chez Skyshelf sur le Mirage 4000 justement. Oui, tout à fait. Donc ce sont les avions qui m'ont fait rêver, en plus des Spit et de tous les avions de la Seconde Guerre mondiale. Classique. Pour moi, sont absolument mythiques. N'hésitez pas à poser. Alors on l'aura déjà demandé tout à l'heure, je crois. Non, premier Bourget, non. Non, tu as pas fait le premier Bourget. Ah pardon. Contrôle antidopage, prévoyez les éprouvettes, elles sont prêtes, la seringue. Alors, premier salon. Premier Bourget il y a 4 ans. Donc 2019 et donc là c'est le deuxième. J'ai grandi à côté d'un petit aérodrome qui s'appelle le bruit des avions, Lesborne, à côté de Toulouse. À côté donc de la les Cité ULM de l'Espace. Et les planeurs étaient mon environnement. Premier Bourget, ça fait 1 heure de temps à peu près. Non, j'ai pas assez vu encore. J'ai vu effectivement ce qu'avec Aero Kairos va essayer de développer. Voilà, un morceau à moindre impact pour aller plus loin. Mais bon, je partage ce que vous dites, parce que moi, dans le milieu du bateau, du nautisme, on a tellement vu de choses se développer sur les 40 dernières années. Je n'ai pas les compétences, mais on a des mondes qui avec des croisements, et je comprends la passion, et je comprends nos problématiques. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que les jeunes, effectivement, ont quelque chose à nous montrer, mais il faut que nous, les vieux, on leur donne le bon coup de main d'aujourd'hui, quoi. Parce qu'on ne peut pas leur laisser le bébé avec l'eau du bain. Donc entre les technos et les techniques et les usages de tout ça, il faut qu'on soit le plus grand nombre à s'y mettre directement dans tous les milieux. On est bien d'accord. Est-ce que tu as une question à leur poser et inverse? Ah ben moi j'en aurais 1000, mais l'émission au point on en est. Mais non, mais on avait une. On a combien de retard déjà? 5 minutes. C'est une de vos questions en fait, parce qu'on parlait de développement du foil donc chez nous, et puis alors développement du foil sur des hydravions pour l'atterrissage. Il y a des choses qui se font. Il y a des. Oui, tu sais pas ce que c'est. Non. Le développement, alors c'est une bonne question en termes de résistance des matériaux. Je pense que ça va être très intéressant, mais
j'ai envie de te dire, entre le foil, l'hydravion, on a l'écranoplane, qui est un peu une sorte de mina-mina, qui joue dans l'effet de sol, mais il faudrait sortir un foil de manière électrique ou mécanique avant de venir se poser. Mais après, nous, l'objectif en hydravion, c'est comme de réduire la vitesse pour s'arrêter. Et donc, ma compréhension du foil est que faut une certaine vitesse pour sustenter. Et donc, je pense que la plus-value pour l'hydravion est la nouvelle génération de le trouver, justement. Il y a peut-être une idée, mais je pense que nous, le but, c'est de s'arrêter quand même en hydravion. En fait, l'idée était sur les avions Écopeur, sur les remplaçants des Canadair, en fait. C'était pas une question innocente. D'accord. Très bien. Moi, j'aurais une question à poser aux navigateurs. Voilà, une question assez technique. C'est sur les très grands trajets, sur la récupération de la fatigue. J'avais la même. J'avais la même. On commence à réfléchir à des tas de choses aussi, nous, de notre côté. Sur la récupération de la fatigue, est-ce que vous feriez plutôt des siestes de la classe 1 à 2 heures, ou alors beaucoup plus petit, beaucoup plus serré? En fait, comment vous arrivez à dormir et à vous tenir dans le cycle pendant toute la traversée? Alors moi, dans toute la période où j'étais à fond objectif performance, mais ma durée c'était 20 minutes. Ah oui. Là, la dernière route du Rhum que j'ai fait l'année dernière, j'étais un peu moins préparé, puis j'ai vieilli, tout ça, je suis passé à 30 minutes. Ouais. Mais c'était 20 minutes me correspondait mieux que 25 minutes. Je pense j'imagine que vous travaillez aussi là-dessus, mais oui. À quelques minutes près, on se sent plus à l'aise dans la sortie du sommeil ou dans la... Mais en 25 minutes, vous arrivez vraiment à trouver le sommeil, ou alors c'est une espèce de somnolence Ouais, dans la mesure, en fait, on est quand même en déficit de sommeil un peu permanent. Oui. Et puis, faut pas se voiler la face quand on est tout seul, qu'au bout de 20 minutes, l'alarme s'allume et qu'on voit que les compteurs indiquent à peu près la même chose. On se tape une petite crasse matinée de 20 minutes de plus. Voilà. Mais jamais plus de 2 fois. Donc après, moi, plus de 2 fois, je m'oblige à me lever, à me faire comme ça. Donc, on aurait plein de choses à se raconter. Hein. Bien sûr. Alors, on a plein de questions sur le chat. Alors, on vous les livre en vrac. On avait testé des skis aussi sur les C130. Nico F. Ma sœur souhaiterait savoir si AT est célibataire et si oui, à quelle adresse pouvoir postuler. La réponse est facultative. Les marins se mettent souvent en couple. La question des siestes intéresse aussi l'équipe technique de Jumpseat et pas seulement l'équipe technique, puisque l'équipe rédactionnelle est aussi. Il nous envoie des signaux là sur le chat là. Est-ce que tout le monde a posé toutes les questions? La sieste. Oui. Voilà. On va bientôt terminer. Non, je sais pas si on arrive. Oui, on va terminer là. Toute l'équipe est en train d'arriver dans le studio pour la finale. Ils vont nous rejoindre sur le plateau. Je peux pas m'empêcher quand même de vous transmettre la casquette aux questions. On est en place sur les questions. À toi l'honneur. Pardon. Oula, tiens. Celle-là. Voilà, ça sera celle-là. Hein. Vous prenez chacun une question. Et AT, il y a une invitation de nos confrères de la zone aéro qui aimeraient bien t'avoir sur leur plateau aussi. Ils sont une émission Twitch comme nous, mais eux sont basés à Nîmes. Voilà, l'invitation est lancée. Plaisir, avec un Noah, je le connais pas. Alors, ouais, voilà. Qu'est-ce que tu as eu comme question? Moi, c'est clair, c'est net. Vous avez 1 minute pour passer votre message. Alors, tante Joséphine, si tu m'écoutes, j'avais rien préparé. Mais voilà, c'est un truc, on parlait sommeil, on parlait sans doute bien-être, on parlait pourquoi on se lève le matin. Et moi, ce que je dirais, c'est qu'on passe notre vie à chercher le chemin du bonheur, alors que le bonheur, c'est le chemin. Et le chemin qu'on emploie tous dans nos diverses activités, c'est que tout ça, ça soit durable et dans le plaisir et dans la joie. Donc on a tous du boulot et surtout à le faire en collaboration, en coopération. Cécile. Alors moi je suis tombée sur quel est l'aéronef star du Bourget 2023 pour vous. Moi j'en ai 2. J'ai Intégral, fait par Euraéro, qui est un avion à capacité voltige et qui est en voie. Et ERA, l'avion régional électrique qui verra le jour en 2026-27. Eh ben voilà. C'est dit. Votre livre d'aviation préféré, j'en ai des tonnes et des tonnes. Non, mais le préféré. Alors, peut-être Pierre Klosterman, forcément, le Grand Cirque. Normalement, ça c'est une réponse évidente, il y a un gage. Bien sûr. Mais je l'ai lu et relu et re-relu. Ensuite, il y a un certain nombre d'auteurs américains qui ont écrit sur le F-105 Sounder-Shift. Le nom m'échappe. Sur la partie... Jack Broughton. Voilà, c'est ça. Qui sont des livres hyper impressionnants. Et puis après, il y a plein de livres de photographie. J'adore la photographie. On avait Tokunaga, Rémi Michelin, Alex Paringo qui traînait, Frédéric Lert aussi. Tokunaga, pour moi, c'est ma référence. Déjà gamin, j'achetais ses livres de photos avec une espèce de qualité artistique dans sa vision de l'avion dans le ciel qui me fascine un petit peu. Voilà, ça en fait pas mal des livres d'aviation. J'en ai plein chez moi. Pareil.
Moi, la question, c'était quel conseil auriez-vous donné à Icar De se renseigner sur YouTube avant de décoller. Non, moi, je lui aurais dit eh bien, de partir avec un équipier. Oui. Tu vois, c'est la base dans l'aviation de chasse. J'aurais dit, pose-toi plus souvent pour vérifier ton matos. Ouais. Mais je pense que si t'es parti avec un équipier, on a moins tendance à tunisiser mentalement et à moins écouter son ego. Et ça permet de prendre du recul, de bosser à deux. Donc moi, j'aurais dit bosser à deux. C'est un grand honneur de terminer cette semaine et ces émissions avec vous. Voilà, c'est très éclectique là, de la mer au ciel et des passions communes, on peut dire. Il y a quand même, voilà, la passion, le rêve. Je pense que ça s'applique à tous, hein. Bien sûr. Et à nous aussi, hein. Oui. Bon, voilà. Je sais même plus de quoi tu parles. Moi non plus. J'invite l'équipe à nous rejoindre. Restez. Ah bah vous restez, les invités restent, bien sûr. On va pas vous mettre dehors quand même. Est-ce que Martin et Johan peuvent venir aussi ? On a le même fournisseur de polo que AT, on nous dit. On va laisser. Alors merci. AT sur Jumpseat. Vous les voyez pas beaucoup, hein ? Johan, Martin, l'AREA, c'est eux, hein, les couteaux suisses de l'émission. C'est pas péjoratif, au contraire. Hein. On va laisser le mot de la fin à Gilles quand même, hein, parce que on salue Elodie Bruno qui est passée 2 fois, je crois, dans la semaine. Whitney, notre spécialiste spatial. Jeff aussi, évidemment, il travaille aujourd'hui, mais il a une émission qui s'appelle Vol de nuit, hein, avec Antoine sur Jumpseat, hein, sur la chaîne Jumpseat. Voilà, merci à tous. Gilles, à toi le mot de la fin quand même. Gilles Roy. Devant un micro. Fondateur d'Aérobuzz et Jumpseat. Alors, j'espère que vous vous rendez compte le soin qu'on prend pour nos partenaires. Je prends un micro qui ne sature pas. Et donc, je voudrais remercier donc, les partenaires, et je ne vais pas les citer dans un ordre précis, mais ceux qui nous ont fait confiance pour cette première au Bourget, c'est Dassault d'abord. Et ça... Dassault, ce sont des partenaires de longue date d'Aérobuzz, depuis toujours. Il y a Daher aussi, c'est pareil. APAV, nous on connaissait bien OSAC. Alors ce qui est drôle, c'est que dans l'aéronautique, OSAC, c'est pas toujours ce que les pratiquants préfèrent. Mais nous, on les aime bien. Il y a Total Energy aussi, et puis Michelin. Michelin, donc 5 partenaires au total qui nous ont vraiment soutenus. Et j'allais oublier la Fédération française aéronautique, les aéroclubs. Voilà. Et bien, je vais juste... Puisqu'on est sur les merci, je te coupe juste, Gilles. La Zone Aéro vient d'offrir 5 abonnements à la communauté qui nous suit sur Jumpseat. Merci beaucoup. Merci Seb. Hein. Ouais. Et puis, je voudrais surtout remercier l'équipe parce que vous avez fait un sacré boulot. Voilà. Belle semaine. Et donc la semaine prochaine, eh bien, on n'aura pas d'émission parce qu'on sera en récup. Voilà. On vous offre une carte Jumpseat avec le QR code. C'est pour revoir tout en replay. Voilà. Ciao. Salut à tous et puis on se donne rendez-vous dans une dizaine de jours. Merci et ciao. Merci le chat surtout parce que vous avez impressionné nos invités. Tous ont apprécié la pertinence de vos questions. Donc merci à vous le chat. Bravo.